Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 BNF pour vous informer. Voici les titres du journal. Encore quelques jours et les candidats à l'examen du certificat d'études primaires seront face aux différentes épreuves écrites. Pour le moment, l'heure est à la révision. Des examens et des tests se font pour apprécier le niveau d'assimilation et de rendement des candidats. Dans la plupart des écoles sillonnées par notre équipe de reportage, les candidats sont fin prêts. Ils n'attendent que le 7 juin prochain, date du démarrage du CEP au Bénin. Du côté du Palais de la Marina, l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se poursuit. Ce mercredi, les trésors royaux ramenés de la France ont reçu la visite des directeurs généraux d'office d'État et des chefs des entreprises privées. Ces derniers ont été conviés par le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue de la Culture, du Tourisme et des Arts pour admirer ses œuvres. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de la 8e édition du Salon agricole et financier qui s'est ouvert ce jeudi 12 mai à Abomey-Calavi. C'est une initiative qui se propose de faciliter la création d'un espace dynamique de promotion de l'agrobusiness en partenariat avec les différentes catégories d'acteurs du secteur. L'organisation de ce salon a été soutenue par l'un des partenaires stratégiques dans le secteur de l'agriculture. Il s'agit de Enabel à travers le programme DEFIA. Et enfin, nous recevrons également dans ce journal un invité. Il s'agit du secrétaire général de la Fédération béninoise de taekwondo, en la personne de Benchi Johnson. Il va nous fournir plus d'informations sur le grand événement qui s'annonce demain à Djougou. Bonjour Johnson. Bonjour. Je suis à vous dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres à nouveau. Bonsoir. Le 7 juin prochain, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires seront face aux différentes épreuves écrites, mais en attendant, ils sont soumis à des séances de révision et même des examens en guise d'appréciation de leur niveau d'assimilation et le rendement. Dans la plupart des écoles sillonnées par notre équipe de reportage, les candidats semblent être prêts pour les compositions. Nous allons suivre. Les jours sont désormais comptés pour ces candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2022. En situation de classe, place est donnée aux séances de révision. Nous apprenons les cours et nous traitons les épreuves avec le maître, quelques épreuves de ES ou EST. Je ne joue pas, je fais bien mes exercices, j'apprends mes leçons. Je refais les devoirs, les exercices déjà faits en classe de façon individuelle. Je suis les bons conseils de mes maîtres. Je révise bien mes leçons et je fais mes exercices. D'une école à une autre, l'on s'attelle également à mettre les apprenants à niveau dans toutes les matières, notamment celles qui semblent difficiles pour la plupart des écoliers. Les mathématiques. Est-ce que c'est seulement le tableau des effectifs qu'on a dit? On a encore parlé de quoi? Oui, Clément? On va les compléter par les pourcentages. On va les compléter par les pourcentages. Il s'agit de quoi là? Il s'agit de quoi? Oui. Fréquence en pourcentage. Pour le moment, on révise d'abord les leçons de mathématiques, les leçons de S, les leçons de ST, les leçons de lecture, plein de leçons. On essaie de voir le niveau des apprenants et revoir le cas de ceux-là qui ne sont pas encore à jour pour aller à l'examen. Le programme qu'on nous a donné, je crois, on a fait le maximum. On a fini pratiquement tous les champs de formation. Il ne reste plus rien, si ce n'est que les révisions, les réglages, les derniers détails. Ici, à l'école primaire Les Enfants du Berger de Dandi, notre descente coïncide avec la fin d'un examen blanc initié au profit des candidats. Tous les jours, nous faisons les devoirs de table. Là où il y a les difficultés, nous essayons de les revoir et de faire des remédiations. Et cette semaine, comme vous êtes en train de constater, nous venons de finir un examen blanc, un autre examen blanc. Et d'ici demain, les résultats vont sortir. Nous avons un calendrier bien défini qui n'est pas différent du calendrier que l'État nous a donné. Comme c'est un temps de révision, nous prenons l'emploi du temps des enfants, nous soumettons cela à des épreuves bien bâties afin qu'ils soient prêts pour le jour J. L'heure est donc à la concentration au niveau des apprenants et à l'écoute des conseils de leurs différents encadreurs. Par ailleurs, les enseignants insistent sur la contribution des parents d'élèves qui s'avère non négligeable.
Il faut que les parents nous accompagnent. Nous accompagnent comment? En voyant si les enfants vont régulièrement à l'école, s'ils reviennent vite à la maison. Donc cette surveillance-là est capitale. Les parents ne doivent pas mettre de stress au niveau des enfants. Laisser les enfants aller vite au lit et se réveiller pour réviser. Vite les déparasiter et leur donner les médicaments nécessaires pour que le dernier jour, qu'ils ne tombent pas malades. En attendant, le 7 juin prochain, date du démarrage des épreuves écrites du certificat d'études primaires, candidats, encadreurs et parents d'élèves sont conviés à jouer convenablement leur partition pour espérer de bons résultats. Nous allons à présent aborder une thématique qui fait souvent objet de discorde dans les foyers. Il n'est pas rare d'entendre des hommes exiger une contribution financière de la part de leur conjointe. Comme vous pouvez l'imaginer, certaines femmes ne sont pas toujours en accord avec cette décision, une décision qui très vite fait naître des tensions dans le couple et qui amène d'ailleurs les deux parties à se poser des questions sur la nécessité, voire l'importance de la contribution de la femme aux charges du ménage. En un mot, la femme est-elle obligée de participer aux dépenses du foyer? Que dit la loi en la matière? La réponse dans ce reportage. La femme et l'homme sont appelés à un moment donné de la vie à se mettre ensemble pour fonder une famille. Il est d'ailleurs ainsi depuis la genèse du monde. Bien évidemment, qui dit famille dit foyer. Un foyer qui nécessite beaucoup de responsabilités et de charges, les unes aussi importantes que les autres. Les charges du ménage, c'est tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille. Il y a le logement, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut nourrir la famille. Il y a également la scolarité des enfants qu'il faut payer. Il y a les vêtements, il y a les loisirs. Dans le contexte africain et particulièrement au Bénin, les responsabilités conjugales sont souvent dissociées. La femme s'occupe du ménage et l'homme se charge de tous les besoins financiers ou presque. Qu'ils soient importants ou non, il revient dans la plupart des cas à l'homme de les assumer. Bien de charges qui pèsent sur les épaules de ce dernier et qui amènent certains à se poser des questions quant à la part de la femme dans les dépenses liées à la vie conjugale. Ce n'est pas une obligation, mais puisque la femme et l'homme forment un, ils doivent s'aider dans cet amour-là. Si la femme a quelque chose, elle apporte. Et les deux mettent ça ensemble dans le but de toujours subvenir aux charges du ménage. Si le fondement du couple est basé sur Jésus-Christ de Nazareth, le problème de l'homme, c'est le problème de la femme. Et le problème de la femme, c'est le problème de l'homme. L'homme regarde sa femme à travers les lunettes de Dieu, de Jésus-Christ, et la femme aussi regarde son mari à travers les lunettes spirituelles de Jésus-Christ. Les deux sont déjà un. Et si la femme n'a même rien, le mari prend tout en charge. Ce n'est pas son argent que tu vas encore convoiter. Elle est en train de faire économie. Donne-moi. Non. Si l'on est d'accord que la majorité des charges du foyer reviennent à l'homme, il y a des gens qui pensent par contre que la contribution de la femme ne fera que renforcer les liens du ménage et le mettre à l'abri du besoin. Elle pourrait également donner une valeur ajoutée à la femme et la préparer à s'occuper toute seule du foyer en cas de situation difficile. La femme doit travailler, l'homme aussi doit travailler et ensemble, on avance. Si quelque chose arrive à l'homme, la femme doit savoir que les charges, tout lui revient. Sur ce sujet, les opinions sont divergentes, les unes aussi intéressantes que les autres. Mais que dit la loi en la matière? Quand vous prenez le Code des personnes de la famille, en cette disposition, l'article 155, il est disposé que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 159, il est stipulé que nonobstant toute convention contraire, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance et ou par son activité au foyer. Les deux époux participent aux charges du ménage au prorata de leurs revenus. Mais lorsque la femme ne fait rien du tout, elle est ménagère, elle participe également par le travail qu'elle fait à la maison. S'occuper de la maison, balayer, s'occuper de son mari, faire à manger aux enfants. Les charges du ménage font aussi appel au type de mariage.
sont concernés par cette prescription de la loi, les couples légalement mariés ou les familles de fait. Quant aux familles monoparentales, on parlera d'obligation alimentaire. Si la loi fait obligation à la femme de participer aux charges du foyer, qu'en est-il donc de la participation de l'homme aux tâches ménagères? Quittons le ménage pour le Palais de la Marina où l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se poursuit. Ce mercredi, les trésors royaux ramenés de la France ont reçu la visite des directeurs généraux d'office d'État et des chefs des entreprises privées. Ces derniers ont été conviés par le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue de la Culture, du Tourisme et des Arts pour admirer ses œuvres. Les précisions avec Narcisse Alossé. Des responsables d'entreprise au contact des trésors royaux, l'instant d'une mi-journée, celle du mercredi 11 mai 2022. Ils sont venus revisiter l'histoire du Bénin à travers les 26 œuvres ramenées de la France. Une visite spéciale dont le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts est le guide de circonstance. Puisque nous avons la volonté de développer dans notre pays les industries culturelles et créatives. Pendant près d'une heure, ces directeurs généraux d'office d'État et des chefs d'entreprise privées ont pu admirer les symboles de cette industrie culturelle que l'actuel régime entend créer. Exemple de ces deux portes des palais royaux de Dahomey. Ce sont évidemment les portes des palais des eaux éclairées dans lesquelles résidait le roi Béanzé. Sept touristes de circonstance ont ensuite eu droit des explications sur les statuettes qui symbolisaient les rois, leur trône et bien d'autres objets restitués par l'ancienne métropole du Bénin. Et derrière, les visages cachent à peine des sentiments d'émotion. Très émouvant. C'était très beau. Le mot beau n'est pas assez. Il y a beaucoup de pays qui veulent un moment de culture comme ça. Donc aujourd'hui est très très spécial pour moi. Parce que lorsqu'on vous retrace l'historique en tant que Béninois, lorsqu'on vous retrace l'historique de votre pays, ça vous fait quand même donner la chair de poule. Donc vraiment d'abord c'est l'émotion et puis c'est aussi la fierté de revoir ces œuvres. Certains parmi eux ont su immortaliser ces instants. Après ces trésors royaux exposés ici à la salle du peuple, direction la salle des fêtes beaucoup plus éclairée. Ici, 106 œuvres des artistes contemporains y sont exposées. Une occasion saisie par les responsables d'entreprise pour apprécier le talent des créateurs d'œuvres de leur temps. Merci infiniment à vous qui représentez la réussite et qui représentez la richesse de notre pays. Monsieur le ministre d'État. Si nous vous avons invité, c'est vraiment pour vous dire merci. Merci parce que ce que vous avez vu là, ça a été fait grâce au budget de l'État. Et le budget de l'État, c'est qui? C'est vous. C'est vos contributions. Donc déjà, vraiment, le premier message, c'est vous dire merci. C'est votre sens du respect de la loi, du civisme fiscal, qui fait que chaque jour, nous arrivons à tenir nos engagements, nous arrivons à faire nos projets, à financer notre économie. Tout comme bien d'autres curieux qui ont défilé par ici, ces acteurs du monde des affaires ont ainsi participé à l'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Un événement commencé depuis le 20 février dernier et qui prend fin à la date du 22 de ce mois de mai. Un invité dans ce journal, comme je l'annonçais en titre, Benty Johnson. Il est le secrétaire général de la Fédération béninoise de taekwondo. Bonsoir. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment se porte le taekwondo au Bénin? Merci. Je vais d'abord commencer par remercier de m'avoir invité sur votre plateau et j'en profite pour faire un coucou aux dirigeants de Canal Bénin pour tout l'effort qu'ils font pour l'accompagnement du sport en général et du taekwondo en particulier. Merci. Alors pour revenir sur l'état du taekwondo au Bénin, je dirais qu'il est satisfaisant. Il est satisfaisant. Avec beaucoup de compétition. Avec beaucoup de compétition notamment. Nous avons introduit depuis que nous sommes là, sous la houlette du président de la fédération, en la personne du docteur Victorien Koublenou. Nous avons initié tout un tas de réformes, bien sûr, pour redorer le blason donc, de taekwondo en tant que premier art martial au Bénin. C'est des objectifs clairement définis et les choses se passent très bien. Donc sur le plan de la gouvernance, on a initié pas mal de chantiers et qui se passent très bien. Sur le plan également donc,
de la rénovation ou de la revalorisation des ressources humaines, également sur le plan technique, sur le plan sportif. Beaucoup de choses se font et nous sommes fiers de la façon dont les choses avancent, l'engouement que cela entraîne, la participation donc de la communauté du taekwondo et qui grandit visiblement. Et nous sommes fiers on sent que vous donnez plus de visibilité de plus en plus au taekwondo au Bénin. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement important qui démarre demain à Djougou. De quoi s'agit-il exactement? Absolument. Alors, c'est un tournoi. C'est un tournoi dénommé Open International de Ligue Atakora Donga qui, tel que nous le voulons, doit rentrer dans le registre désormais des tournois incontournables. Vous savez, dans la sous-région, il y a un certain nombre de tournois dans les pays frères et amis qui sont désormais un couloir un peu obligé pour tout mélomane du taekwondo. Alors nous voulons également faire de ce tournoi-là un tournoi de cette importance. Alors les petits plats sont mis dans les grands plats et donc et tout est mis en œuvre pour que les choses se passent correctement et que la fête soit belle. Là, il s'agit d'un tournoi international. Et qui sont les participants à ce tournoi? Déjà, nous avons quelques chiffres. Nous avons autour de 250 participants. Venus du Bénin et de quel pays? Quels sont les pays qui participent? 250 dans le global. Donc, nous avons les pays frères et amis, bien sûr. Nous avons le Togo, le Burkina, le Niger, le Nigeria, nous avons le Ghana également, et donc c'est assez important. C'est assez important. Et voilà, nous avons également une grande part. Le reste, c'est des athlètes béninois aguerris qui se préparent inlassablement depuis un moment et qui sont prêts donc à en découdre avec leurs homologues venus d'ailleurs. Le Bénin participe à peu près avec combien de participants? Nous avons, pour ce qui est des étrangers, la barre des 70. La barre des 70 sur 250, voilà. Donc la différence... Ce qui est très intéressant aussi, ce tournoi, c'est que la participation, l'engouement au niveau des athlètes féminins. C'est intéressant de le dire parce que cela peut paraître anodin sur d'autres disciplines, mais au niveau des arts martiaux, c'est un peu important. Plus, voilà, c'est important. Et donc c'est un indicateur, parce que nous avons mis en place un certain nombre d'outils sur le plan de la gouvernance, j'en parlais tantôt. Et il y a un indicateur qui est très important pour nous, c'est la participation, l'adhésion des athlètes féminins. Donc on en a compté quand même une cinquantaine. C'est important, sur les 250, c'est très important. Et ça montre l'engouement et que cela suscite aujourd'hui et que les femmes de plus en plus s'intéressent à la chose, ce qui veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Oui. Et quel est l'enjeu de cet Open? Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'enjeu, il est d'abord d'en faire de ce Open-là un circuit, une étape dans un circuit de préparation dans la sous-région. Déjà, c'est le premier enjeu, donc il faut qu'il soit un événement important, bien organisé. Et deuxièmement, il faudrait qu'à travers cet Open-là, nos athlètes puissent se saisir de ça pour affronter leur vis-à-vis des pays frères et amis, donc dans le cadre toujours de la préparation. Ça permet également à nos arbitres, vous savez, il y a un écosystème, il n'y a pas que des athlètes. Il y a également les arbitres. Il y a les coachs, donc il y a un écosystème qui tourne autour et qui est régulièrement formé également. Donc tout cet écosystème profitera également de ce tournoi-là pour se mettre en jambe. Un passage, un échange d'expérience également. Exactement. Voilà. Il y a une question qui m'intéresse, qui me fascine. J'aimerais bien savoir précisément pourquoi avoir choisi la ville de Djougou. Oui, merci, c'est une bonne question. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que, vous savez, beaucoup de tournois, ça Cotonou, Nouveau, on se dit, voilà. Alors, quand vous pensez promotion de l'art,
penser promotion de l'art et c'est pas forcément à Cotonou qu'il faut encore faire cette promotion. Nous envisageons nous étendre un peu partout au Bénin et Djougou paraît effectivement d'accord avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment la ligue régionale la ligue régionale Atakora Donga, pour lequel je salue le président M. Alidou, qui fait beaucoup d'efforts. Et tout cela a suscité donc disons, un engouement autour du choix de cette ville-là, qui est une ville prête, une ville sportive, une ville où les gens s'intéressent beaucoup au taekwondo et ce n'est que justice que d'aller effectivement organiser ce genre de tournoi là-bas. Les gens sont prêts, vous allez voir, il y a beaucoup de pratiquants, beaucoup plus qu'on ne croit. Et même dans certaines villes qui sont plus au sud, on penserait qu'il y aurait beaucoup plus de pratiquants. Mais là-bas, effectivement, il y a un engouement autour. Voilà. Merci à vous, Benty Johnson, d'être venu sur ce plateau. Certainement que vous aurez aussi le temps d'informer les populations de Djougou sur l'art que vous êtes en train de promouvoir actuellement, comment pratiquer le taekwondo, les avantages du taekwondo. Et certainement que vous allez aussi en profiter pour prendre les taximotos, comme il m'a appelé, les émigrants. Vous en prenez souvent ? Oui, il m'arrive d'en prendre, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des émigrants ? Quand on pense aux émigrants, tout de suite, on se dit fais attention. Fais attention. Pourquoi ? Fais attention parce que, le code de la route et tout. Mais les émigrants, il est indispensable. Moi, je fais très attention quand je choisis Mozim, d'ailleurs. Et puis après, je suis au plus près de lui pour dire, voilà, règle la vitesse et tout. Mais les émigrants sont indispensables. Je pense, bien sûr, ils font partie même du paysage du Bénin, de Cotonou et tout ça. Donc aujourd'hui, ils sont totalement intégrés et ils ont leur rôle à jouer dans la mobilité des uns et des autres. Voilà. Eh bien, puisque vous êtes avec nous, en attendant le rendez-vous de demain, aujourd'hui, nous allons parler des émigrants. Ils sont des conducteurs de taxi-moto et on les appelle communément appelés les émigrants. Leur rôle est capital dans la mobilité des populations, surtout à Cotonou. Mais dans le rang de ces derniers, il y en a qui viennent des localités situées à une centaine de kilomètres de Cotonou pour exercer ce métier. S'il vous arrive de faire le tour de la ville à une certaine heure de la nuit, vous les verrez dormir sur leurs engins après une journée bien remplie. Une situation qui les expose à plusieurs risques. Alors, comment peut-on expliquer cette pratique? Je vous propose de suivre cette enquête réalisée par Idrissou Boukari. 1h du matin à Cotonou, le grand monde qui grouille dans la journée au niveau des grands carrefours de la ville a fait place au désert et au calme. Calme enveloppé par la fraîcheur qui marque la fin de la journée et annonce la levée du soleil du jour suivant. Un peu plus loin, sur les places publiques comme l'Étoile Rouge, la place Lénine, sous l'échangeur de Godomé, de Weiho, au niveau des stations, devant les boutiques, au stade général Mathieu Kérékou et autres, on découvre des conducteurs de taxi-moto plongés dans un profond sommeil à la belle étoile, comme si ils étaient dans leur lit, isolés ou en groupe et protégés à leur manière. Tous les moyens sont bons pour trouver le sommeil. Pour certains, il n'y a pas d'autre choix. Je ne suis qu'à la recherche du pain quotidien. Ma localité est enclavée. Je n'y fais pas assez de recettes comme en ville, ce qui justifie notre présence ici en grand nombre. À pareille heure, la ville est calme et nous sommes nous aussi au repos. À l'aube, nous allons nous réveiller et ceux qui doivent poursuivre le travail continueront. Mais qui sont en réalité ces conducteurs de taxi-moto? D'où proviennent-ils? Et pourquoi sont-ils obligés de passer les nuits hors de leur chambre à Cotonou et loin de leur famille? Des réponses à ces questions nous éclairent. Achille et les autres viennent des communes environnantes de Cotonou. On cite entre autres Kana, Zakota, Agbenzo, Djidja dans le Zou, Alada, Ouida, Tofo, Kwamassé dans l'Atlantique et certaines régions du Mono. Après une intense journée de travail, impossible pour eux de regagner leur domicile respectif. Il faut alors dormir sur sa moto malgré les multiples risques auxquels on est exposé. Mais ils en ont bien conscience. Qui parle de nuit parle de risque. On rencontre des malfrats, comme on se fait aussi escroquer par des clients indélicats qui nous mettent en attente. Et c'est sans oublier les patrouilles policières. Nous nous sentons en sécurité ici, vu la proximité de ce lieu avec la banque où des forces de l'ordre sont présentes.
Nous ne sommes pas des noctambules à craindre. Notre seul objectif, c'est pouvoir joindre les deux bouts. Ce qui me soulage, moi, en plus, c'est la baisse de l'insécurité grâce à l'état actuel des voies, l'éclairage public et la police qui veille au gras. Cette scène est par ailleurs la manifestation des conséquences de l'exode rural. Des jeunes qui fuient la précarité de leur localité pour retrouver Cotonou, la capitale économique, où tout bouge. Cette pratique a été toujours combattue par l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou. Entre-temps, on aurait appris que les bandits les ont attaqués en versant dans leur bouche ou sur leurs lèvres les super glus qu'ils ont collés. Et ils ne peuvent plus ouvrir au réveil quand on les a projetés pour leur arracher la moto. Ils ne peuvent plus ouvrir la bouche pour dire olé. Donc ces phénomènes-là nous ont été rapportés. Nous avons dit, mais c'est grave ce que vous faites. Au moins, même si vous n'avez pas là où dormir ici, regroupez-vous en association ou en un groupe de 10 ou de 15 et vous allez louer une chambre où vous allez vous cotiser chaque mois et payer. Là, vous pouvez dormir bien, vous levez le matin, vous lavez bien et vous allez vous mettre au travail. Le mal est là et il faut agir. Selon l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou, pour mettre fin à cette pratique, les autorités doivent prendre leurs responsabilités, à commencer par la municipalité. La solution revient à l'autorité municipale qui doit prendre les taureaux par les cornes en interdisant aux gens de dormir dans les belles étoiles. Nous allons, au niveau du syndicat et de ma confédération syndicale, continuer la sensibilisation, organiser des séminaires, des formations pour qu'ils puissent appréhender le bien fondé du système qui consiste, après le travail, il faut aller dormir chez soi. Déjà en 2017, à travers ce communiqué, l'ancien préfet du littoral avait manifesté sa détermination à arrêter ce phénomène. Selon le document signé par Modeste Oboula, le fait que ces conducteurs de taxi-moto dorment sur les places publiques laisse présager d'un climat d'insécurité et de grand banditisme en milieu urbain. La lutte n'a pas encore porté ses fruits et l'actuel préfet est appelé à marcher dans les pas de son prédécesseur Modeste Oboula. Nous allons à présent parler santé et nous allons vous plonger dans l'univers du ronflement. Vous l'avez bien entendu, nous parlerons du ronflement. Il s'agit du bruit respiratoire qui survient pendant le sommeil et qui, vous le savez très bien, indispose plus d'un. Est-ce une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme? Qu'est-ce qui cause ce bruit parfois intense chez certains sujets et comment peut-on le traiter? Toutes ces réponses dans ce reportage. Quand une personne est en train de ronfler à côté de moi, je ne peux pas dormir. C'est clair que nul ne peut supporter longtemps ce bruit intense qu'émettent certains pendant le sommeil et la majorité des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou n'ont pas hésité à le confirmer. Si d'aucuns se réservent d'en parler aux concernés au risque de les indisposer, d'autres par contre n'arrivent pas à se retenir. Le ronflement varie d'une personne à une autre et peut même s'avérer un son perturbateur. Par exemple, ma maman, si elle travaille beaucoup dans la journée, elle gonfle, mais ce n'est pas dans ses habitudes. J'ai une sœur et j'ai encore un oncle. Lui-même, là, il fait parce que l'oncle est gros. Moi, je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien c'est une maladie dans le corps. Je n'arrive pas à supporter le ronflement d'un proche. Ça m'indispose. Je suis obligée de le réveiller de temps en temps. Il m'arrive de changer de place des fois. Comme l'ont si bien souligné la plupart des intervenants, cet acte involontaire serait à la base d'une fatigue accrue. Pour certains, cela pourrait être aussi lié au surpoids ou carrément à l'obésité. Le ronflement dépendrait également de la position qu'adopte le ronfleur en dormant. Bien d'idées que renchérit le spécialiste de la question. Le ronflement, en fait, c'est un bruit qu'on entend chez une personne qui est endormie et c'est dû en fait au relâchement de la musculature au niveau de la gorge. Et donc il vient fermer en fait l'ouverture dans la gorge et le forcing du passage de l'air pour aller dans les poumons entraîne ce bruit qu'on entend, qu'on appelle le ronflement. On pourra dire que le ronflement est une maladie lorsque il est accompagné des pauses respiratoires ou une hypopnée avec
l'insomnie parfois. Il y a des facteurs qui favorisent tout ça. Il y a l'obésité, la prise de poids, le surpoids, la position couchée sur le dos favorise le ronflement. Il y a également la grossesse. Et spécialement chez les enfants, les ronflements apparaissent également quand il y a ce qu'on appelle les amygdales. Ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge. Les amygdales palatines qui prennent le volume et qui empêchent le passage de l'air. Le ronflement n'est pas que l'apanage des adultes. C'est un phénomène qui s'observe aussi chez les enfants et peut avoir des conséquences sur chacun d'eux. Les conséquences du ronflement sur d'abord la personne elle-même, surtout chez les enfants, ce sont des enfants qui ont un faible rendement scolaire parce qu'ils ronflent, ils ont des apnées du sommeil, ils sont fatigués à l'école, ils n'arrivent pas à suivre. C'est des enfants qui, au bas âge, ne sont pas du tout concentrés. Et chez les adultes, ça peut favoriser également l'hypertension artérielle. L'entourage est perturbé. Vous imaginez, vous avez un conjoint qui ronfle tout le temps ou une conjointe qui ronfle tout le temps. C'est difficile de dormir à côté de cette personne. Tout comme bien d'autres maux, le ronflement peut être traité avec de simples techniques, des médicaments ou encore une intervention chirurgicale pour ce qui concerne la forme la plus grave. Alors, le traitement du ronflement, il faut aller traiter la cause. Si ce sont des boules dans la gorge chez l'enfant ou dans les cavités nasales qui empêchent l'enfant de dormir et qui causent les ronflements, donc on a parfois recours à la chirurgie. Alors, si c'est un adulte qui ronfle et on constate qu'il y a une forte relaxation des muscles et donc la personne n'arrive pas à mieux respirer, on utilise des techniques orthopédiques, notamment des orthèses. Les orthèses, ce sont des dispositifs qu'on place dans la bouche pour pouvoir libérer la gorge correctement. Il importe de préciser qu'en perturbant la respiration, le ronflement impacte négativement le cœur et peut à terme augmenter le risque d'arrêt cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ne pas reconnaître que l'on ronfle en vue de se soigner est bien une manière de vivre en insécurité sanitaire. Parlons à présent de la 8e édition du Salon agricole et financier qui s'est ouvert ce jeudi 12 mai. C'est une initiative qui se propose de faciliter la création d'un espace dynamique de promotion de l'agrobusiness en partenariat avec les différentes catégories d'acteurs du secteur. C'est dans ce cadre que des produits locaux sont exposés dans les stands ouverts pour la circonstance à l'ATD Pôle 7 à Bomey-Calavi. L'organisation de ce salon a été soutenue par l'un des partenaires stratégiques du secteur agricole. Il s'agit de Enabel à travers le programme DEFIA. Reportage. 3 jours pour mettre en lumière et promouvoir les produits Made in Bénin. Une vingtaine de stands installés ici, à l'entrée de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 dans la commune d'Abomey-Calavi, pour permettre au public de découvrir tout le potentiel agricole du Bénin. Nous sommes à la 8e édition du Salon agricole et financier qui a réuni ce jeudi les acteurs opérants dans les différentes composantes liées à l'accès au financement, aux moyens de production innovants et à la connexion entre entrepreneurs agricoles. Développement et financement des chaînes de valeurs agricoles, outils et leçons. C'est le thème de AgriFinance 2022, organisé sous la bannière de la plateforme AgriBiz Booster. Ce thème voudrait aider à capitaliser les différentes expériences faites ces 5 dernières années en s'en inspirant pour les prochaines initiatives. Au cours de cette édition, il sera davantage mis en exergue la nécessité du développement de la collaboration entre les différents partenaires actifs dans le secteur agricole, du partage d'expériences en matière de financement agricole, puis de production agricole respectueuse de l'environnement. Au programme. Un programme bien garni couvre les 3 jours d'activité. Des panels de discussion entre experts, des masterclass, des expositions, des séances de dégustation des produits locaux, des rencontres d'affaires et de partage d'expériences. C'est une édition qui répond aux besoins et aux attentes des partenaires techniques et financiers comme Enabel DEFIA et Plan International Bénin qui apportent leur soutien à cette initiative. Nous sommes là pour dire toute notre fierté
d'accompagner cette initiative qui a dans toute sa composition un pan qui s'occupe de promouvoir les femmes et les jeunes. Et nous espérons que les discussions et les panels permettront en tout cas de partager les meilleures expériences, de tirer des enseignements utiles et d'aider l'ensemble des acteurs, au premier chef les agences gouvernementales, à améliorer la stratégie de renforcement du développement agricole, de créer beaucoup plus de synergie entre les partenaires techniques et financiers. AgriFinance 2022 veut contribuer à améliorer l'environnement de l'entrepreneuriat agricole et de l'agrobusiness au Bénin. Les stands restent ouverts au public jusqu'au samedi 15 mai 2022. Parlons à présent d'une des richesses traditionnelles de l'Afrique et plus précisément du Bénin. Suite à un accident, des personnes se retrouvent avec une entorse, déboîtement ou une fracture. Le traitement prend non seulement du temps, mais s'avère onéreux avec parfois une incertitude de guérison. Dans la commune de Zapota à Tenji, un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance existe et permet d'obtenir des résultats époustouflants. La famille Alain Clénon en est dépositaire. Elle traite depuis des générations divers cas de fractures, d'entorses et autres maux du genre. Allons à la découverte de cette richesse traditionnelle. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants. Dans le village de Tenji à Zapota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtements et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital. J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici c'est plus rapide que là-bas. C'est ce qui m'a amené ici. On place dans ça va pour piler à sommer le coton il dormit quand à ça quand j'ai entendu à ça refile donc quand deux gamins il y a mon sang fin minute fichier là quand t'as sous le confie il a fichier sous le fiboton fibo a dormi donc et watio et na ya nuit on bon ka fait no blo son dopo. Parfois, le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc, il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance Alain Clénon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils sont touchés avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude et ils touchent avec ça, ils touchent avec des pailles coupées, ils touchent avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, comment dirais-je, et beurre de karité, et il passe beurre de karité là, et il prend le pain coupé là pour emballer jusqu'à un niveau donné, et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec une bande blanc là, ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes. Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments. Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins.
Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible. Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisanes et pommades de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Alinhleno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses. Le traitement des diverses fractures réussi à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.